À l'intérieur de l'utérus, les spermatozoïdes sont irrésistiblement attirés par l'ovule. Ils sont des millions, mais ils ne seront pas plus de 100 à l'aborder. Un seul spermatozoïde pénétrera l'ovule. Les molécules d'ADN, qui contiennent les gènes du spermatozoïde et de l'œuf, se rapprochent avant de s'unir. La reproduction sexuée permet de combiner les gènes des deux parents. À chaque fois, et toujours sous l'effet du hasard, se crée une nouvelle combinaison qui engendrera un individu unique. La vie maîtrise depuis des millénaires ce phénomène très complexe de la recombinaison de l'ADN que nous commençons à mieux comprendre. C'est la planète Terre il y a 2 milliards d'années. 2 autres milliards d'années s'étaient déjà écoulés depuis la naissance de la vie. Mais seuls vivaient alors des organismes primitifs qui habitaient le milieu marin. C'étaient des organismes formés d'une seule cellule sans différenciation mâle ou femelle. Ils se multiplient en se divisant. Les nouvelles cellules créées de cette façon étaient parfaitement identiques à celles dont elles étaient issues. À l'intérieur de chaque cellule se trouve un ensemble de molécules d'ADN. L'ADN est composé d'un ensemble d'éléments chimiques formant une longue chaîne de signes. Ces signes sont codés et constituent des gènes, comme les lettres de l'alphabet constituent des mots et des phrases. Les gènes déterminent les caractéristiques propres à chaque organisme. Quand un organisme se multiplie en se divisant, une copie de son ADN est réalisée. Cette reproduction par dédoublement était d'une redoutable efficacité pour provoquer une multiplication intense et rapide. Mais dans le monde marin où prospéraient ces organismes simples, un changement considérable s'est produit. Pour la première fois, un continent a émergé sur notre planète et sa formation a eu des conséquences majeures. La mer originelle a été grandement affectée par ce bouleversement. Quand le milieu n'était plus capable de nourrir les organismes unicellulaires, ces organismes ont tout simplement cessé de se multiplier et se sont éteints les uns après les autres. Le docteur Kuroiwa de l'université de Tokyo estime que la réponse à ce grand péril, puisqu'ils étaient menacés d'extinction totale, est à l'origine de la sexualité. Le docteur Kuroiwa s'est intéressé à une algue unicellulaire de quelques dixièmes de millimètre de long, appelée Chlamydomonas. D'ordinaire, cette cellule se multiplie par simple division, tout comme les premiers organismes. Le chercheur a voulu voir comment le Chlamydomonas réagit dans un milieu où il ne peut plus se nourrir. On l'a donc plongé dans une eau stérile. Les cellules autonomes de Chlamydomonas commencent ici et là à se regrouper en grappes. En y regardant de plus près, nous observons 2 cellules en train de se rapprocher l'une de l'autre.
C'est de cette manière que, quand il le faut, elles se combinent pour former une seule unité. On voit bien que face au manque de nourriture, deux cellules fusionnent et commencent à vivre comme une seule et unique cellule. Maintenant, nous replaçons les cellules devenues une seule dans un milieu riche en nourriture. Une semaine plus tard, nous constatons que ces cellules composées se multiplient à nouveau par division cellulaire. Mais certaines d'entre elles laissent alors apparaître de légères différences de taille et de coloration. Quelque chose s'est produit pendant leur division. Quand elles manquent d'éléments nutritifs, les cellules individuelles fusionnent les unes avec les autres, avant de produire des descendants. Mais nous avons découvert que les données génétiques du parent et de son descendant sont sensiblement différentes. En étudiant ce processus, nous avons appris qu'en mélangeant et en recombinant les gènes des deux parents, la combinaison transmise à chaque descendant est entièrement différente. De la combinaison de deux cellules différentes est née la sexualité. Menacées d'extinction dans une mer appauvrie, quelques cellules ont donc survécu, en se regroupant, en fusionnant pour utiliser au maximum les rares éléments nutritifs qu'elles se partageaient plus efficacement en devenant une seule et unique cellule. L'organisme né de cette fusion s'est retrouvé doté de deux ensembles d'ADN. La cellule composée a commencé à se rediviser d'une façon tout à fait nouvelle. Les deux chaînes d'ADN se sont recopiées pour donner 4 répliques. Puis, comme pour augmenter leurs chances de survie dans un milieu hostile, les nouvelles chaînes d'ADN s'approchent l'une de l'autre et s'échangent une partie des éléments qui les composent. Ces combinaisons nouvelles d'ADN occupent chacune une cellule qui reçoit un patrimoine génétique unique. Chacune de ces cellules rencontre à son tour une autre cellule et fusionne à nouveau pour former une cellule originale. C'est ainsi que chaque naissance produit une vie absolument distincte de celle de ses géniteurs. Fusion et division, la recombinaison des gènes s'effectue à chaque reproduction. Cette double origine d'une vie nouvelle est l'essence même de la sexualité. La sexualité a donné plus de chance à la vie en générant une multitude d'individus différents. La grande révolution s'est produite il y a 1,4 milliard d'années lorsque les organismes unicellulaires ont donné naissance aux premiers êtres formés de plusieurs cellules. Au début, il s'agissait de formes de vie assez simples, composées d'une trentaine de cellules, comme ce Dicynina. Mais le fait même que des cellules séparées aient pu coexister pour former un seul organisme était un événement sans précédent dans l'histoire de la vie. Le docteur Marina Dan, de l'université d'Osaka au Japon, pense que c'est l'apparition de la sexualité qui a conduit à la création des organismes pluricellulaires. Au départ, ces cellules avaient déjà tendance à s'aider mutuellement, l'une l'autre, dans des conditions difficiles.
en se regroupant par deux ou plus. Ensuite, elles ont décidé de coopérer en permanence, vivre ensemble comme une simple unité et former un corps plus apte à durer. La coopération aurait ainsi dépassé le stade du simple accouplement sexuel entre deux cellules uniques pour conduire à une association durable qui a créé des organismes multicellulaires. Une cellule se divise en répliquant exactement ces deux ensembles de gènes. Les cellules qui résultent de cette division peuvent s'unir pour former un seul organisme. En regroupant leurs forces, leur potentiel génétique, elles développent un corps plus apte à s'adapter aux divers changements de l'environnement. Pour créer un corps nouveau, les cellules reproductrices quittent le corps parental et vont à la rencontre d'autres cellules reproductrices. À la naissance d'une nouvelle génération, certaines cellules ont commencé à se diviser différemment des autres cellules. Elles s'échangent des gènes et créent des cellules qui ne contiennent qu'une chaîne d'ADN. Ce sont les cellules reproductrices dont la seule fonction est de produire une descendance. Les organismes multicellulaires ont évolué vers des formes de plus en plus complexes. Cette méduse mesure à peine 1 millimètre. Son corps est composé de plusieurs milliers de cellules. Les granules ronds visibles à l'intérieur du corps sont des grappes de cellules reproductrices destinées à créer une descendance. Ce sont les ovules. Les cellules reproductrices de cette autre méduse ont une forme différente. Ces cellules minuscules, qui se meuvent très activement au moyen de flagelles, sont des spermatozoïdes. Ainsi se distinguent les femelles produisant des ovules et les mâles produisant des spermatozoïdes. Des millions de spermatozoïdes sont produits par le corps du mâle. Leur nombre et leur mobilité donnent aux spermatozoïdes plus de chances de rencontrer un ovule. L'ovule, qui a une grande taille, accumule les éléments nutritifs qui vont permettre la croissance de l'embryon dès qu'il sera fertilisé. Ainsi, pour favoriser la rencontre qui assurera une descendance, les cellules reproductrices se sont spécialisées. Elles sont devenues spermatozoïdes et ovules. C'est de cette façon que la vie a inventé le système de reproduction sexuée. Les mâles et les femelles sont apparus. Il y a 530 millions d'années, à la période cambrienne, l'unique supercontinent terrestre a commencé à dériver. Entre les masses de terre, se sont alors créées des mers peu profondes. Ces mers, riches en nourriture, ont fourni à la vie de nombreuses occasions de prospérer et d'inventer des êtres nouveaux. C'était une période d'intense créativité. Jusque-là, il existait assez peu d'espèces. Il y en a bientôt eu plus de 10 000. Cette soudaine explosion évolutive a bouleversé le milieu. Elle n'a été possible que parce que les ancêtres de ces nouvelles formes de vie avaient déjà développé un système de reproduction sexuée. C'est la recombinaison génétique qui a permis une telle frénésie de création. Aujourd'hui, il existe sur la Terre plus de 10 millions d'espèces végétales et animales. Au fond des mers, sur la Terre et dans le ciel, le monde des êtres vivants s'est incroyablement diversifié. C'est la reproduction sexuée, inventée au fond de la mer originelle, qui a conduit à cette immense diversité des formes de vie que nous connaissons aujourd'hui.
la création permanente de nouvelles combinaisons de gènes avait été érigée en système. La reproduction sexuée ne crée pas seulement une large variété de formes de vie, elle entraîne également une grande diversité chez les individus d'une même espèce. Nous sommes dans la forêt tropicale de l'Amazonie, en Amérique du Sud. Il existe ici un papillon surnommé « joyau de la forêt » qui fascine les collectionneurs du monde entier. Un piège a été conçu pour l'attraper. Les papillons se nourrissant d'ordinaire de jus de fruits pourris, une banane fermentée sert d'appât pour capturer notre papillon. Son nom scientifique est Aglias. Les motifs rouges et bleus de ses ailes contrastent avec le vert sombre de la forêt. Le papillon rouge qui est apparu à ses côtés est également un Aglias. En fait, chaque individu possède un motif et une couleur d'aile unique. Bien qu'ils appartiennent à la même espèce, les Aglias naissent chaque fois avec des dessins originaux sur les ailes. Chaque motif qui décline les trois couleurs primaires, rouge, bleu et jaune, est unique au monde. Les Aglias méritent leur surnom de joyaux de la forêt. Comment peuvent-ils engendrer une telle variété de motifs et de couleurs alors qu'ils sont de la même espèce? La diversité est une caractéristique essentielle de la reproduction sexuée. D'un point de vue génétique, chaque être humain est un individu biologiquement unique. Nous possédons tous l'ADN de nos pères et mères. Il y a 100 000 gènes dans chacune des deux chaînes d'ADN que nous héritons de nos parents. Quand le spermatozoïde ou l'ovule est créé dans le corps, les gènes du père ou de la mère deviennent son héritage. Mais 93% des 100 000 paires de gènes de chaque parent sont formés de gènes exactement identiques, de telle sorte que la recombinaison qui se produit entre eux ne provoque pas de différence dans les patrimoines génétiques qui se forment chez le descendant. Les gènes représentent l'héritage génétique commun à tous les membres de l'espèce humaine. 7% seulement de ces gènes sont donc à l'origine des recombinaisons qui entraînent la singularité des individus. C'est suffisant pour offrir chaque fois 27 000 possibilités différentes. Certains chercheurs affirment que la diversité individuelle, fruit de la reproduction sexuée, est une création de la vie destinée à empêcher les espèces de disparaître, lors de la propagation d'une maladie par exemple. Le docteur Hamilton est un biologiste de l'université d'Oxford. Il doit sa renommée à ses études sur la signification de la sexualité. Je voudrais faire comprendre, à travers ma théorie, que la sexualité est très liée à la maladie. De multiples exemples montrent que la reproduction sexuée permet de prendre le meilleur de deux individus et de le rassembler en un seul descendant. Et c'est cette combinaison qui permet de combattre et de vaincre l'invasion des micro-organismes qui provoquent des maladies. Une prairie en Australie. Ce décor nous offre un exemple qui explique bien l'importance de l'individualité biologique. En été et en automne, un nombre étonnant de lapins se répand dans la prairie. Tous ces lapins sont en réalité des rescapés qui ont eu la chance de survivre à un plan d'extermination organisé par l'homme.
En 1895, lorsque l'Australie était encore une colonie britannique, un petit nombre de lapins ont été importés d'Angleterre pour le bon plaisir des chasseurs. Les lapins ont en moyenne des portées de 12 petits par an. Leurs prédateurs naturels, comme les renards, n'existent pas en Australie. Ils se sont donc multipliés en très grand nombre. Cette prolifération phénoménale de lapins a fait peser une lourde menace sur les récoltes et sur les autres animaux. Différentes mesures ont été prises pour tenter d'éliminer cette nuisance, mais aucune mesure ne s'est révélée réellement efficace. C'est pourquoi l'Organisation de la recherche scientifique et industrielle du Commonwealth a fini par importer des États-Unis un virus très particulier. Ce virus ne se transmettait qu'aux lapins et provoquait chez eux une maladie mortelle appelée myxomatose. Le virus s'est très vite répandu, détruisant tout de suite un grand nombre de lapins. Après quelques années, on a pu croire que tous les lapins sauvages avaient été exterminés. Mais il n'en était rien. Certains lapins s'étaient immunisés contre le virus qu'on croyait fatal à 100%. Les cellules du corps contiennent un ensemble de gènes qui jouent un rôle vital dans le système immunitaire. Ce chaînon génétique est appelé CMH ou complexe majeur d'histocompatibilité. Le CMH reconnaît les bactéries porteuses de maladies comme des bactéries étrangères et fonctionne un peu comme un garde-barrière. Au sommet du CMH se trouve une rainure caractéristique. Quand des éléments étrangers, comme les bactéries responsables d'une maladie, sont identifiés, ils sont piégés dans cette rainure. Il existe de nombreuses sortes de CMH. La forme de la rainure est adaptée à l'espèce d'intrus qu'il peut attraper. Ces multiples formes ont des fonctions immunitaires contre telle ou telle maladie. Et l'arsenal de CMH que nous possédons chacun est l'une des caractéristiques individuelles engendrées par la reproduction sexuée. Chez les humains, le CMH est constitué par 6 sortes de gènes dénommés type A, B et C. Mais à l'intérieur de chacun de ces gènes, il existe un grand nombre de variantes. On sait par exemple que dans le groupe A, il y a plus de 20 variétés et dans le B, plus de 50. Le nombre de combinaisons possibles entre ces gènes, hérités du père ou de la mère, dépasse plusieurs milliards de combinaisons possibles. Lors de la reproduction sexuée, chaque recombinaison des gènes redistribue les composantes de CMH. Les lapins d'Australie étaient porteurs d'une grande variété de combinaisons CMH. C'est la raison pour laquelle nos lapins ont réussi à survivre à l'attaque du virus. Les caractéristiques individuelles qui résultent de la reproduction sexuée constituent aujourd'hui un rempart contre la propagation du sida. Dans le district de Pwani, à Nairobi, capitale du Kenya, 300 mères sont déjà mortes du sida, laissant 800 orphelins. Le taux d'infection parmi les prostituées atteindrait ici 96%.
Les médecins du monde entier participent à un projet lancé par l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agit d'étudier dans cet endroit les diverses réactions au sida. Ce qu'ils ont pu constater est d'une importance capitale pour l'humanité. Parmi les 1700 femmes qui se prostituaient, 25 n'étaient pas infectées. Pendant les 10 dernières années où elles ont subi le test de détection du sida, aucune trace du virus n'a été trouvée dans leur corps. Je fais attention ces jours-ci, j'ai des préservatifs. Et avant, vous utilisiez des préservatifs? Avant, non. Avant, je prenais aucune précaution. Dans ce cas précis, on ne peut pas invoquer le facteur chance. Il est impossible statistiquement que seul le hasard ait épargné ces 25 femmes. Le docteur Plumer, qui dirige le projet, a analysé le sang de ces 25 femmes qui n'ont pas été infectées par le virus du sida. Il a découvert que ces femmes avaient quelque chose en commun, un type particulier de CMH. Le docteur Plumer pense que le secret de leur immunité au sida réside dans cette particularité. Le système CMH est utilisé par le corps pour identifier ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui, pour repérer les agents infectieux, pour identifier les cellules cancéreuses, pour identifier les greffes par exemple. Mon CMH est très différent du vôtre. C'est la fonction du système. Identifier les protéines étrangères, les antigènes étrangers et les tuer, puis s'en débarrasser par le corps. Ainsi donc, ces femmes ont des défenses qui leur permettent de reconnaître le HIV, le virus lui-même, ou les cellules infectées par le virus, et de les éliminer. Le virus du sida pénètre dans le corps. Au début, le macrophage qui dévore les bactéries infectieuses enveloppe le virus. À l'intérieur du macrophage, le virus du sida est brisé en petits fragments. Les protéines du CMH devraient se saisir de ces morceaux. Mais la particularité du virus du sida est de changer de forme afin de s'échapper. Finalement, la plupart des protéines CMH sont incapables d'encercler le virus qui s'est modifié. Mais le virus du sida a pourtant certains traits qui ne changent pas. Le docteur Plumer pense que les types de CMH que possèdent ces 25 femmes sont capables d'identifier ces parties invariables du virus. Les formes de CMH efficaces contre le sida ont été créées grâce à la reproduction sexuée qui a permis la recombinaison de l'ADN. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas attrapé le sida. Je pense que c'est la grâce de Dieu. Après tout, j'ai eu la vie dure. Le sida est une terrible endémie contre laquelle aucun traitement n'a encore été découvert. Pourtant, grâce à leur reproduction sexuée, il existe sans doute, chez l'homme, la capacité de vaincre ce fléau. La singularité de chaque individu est un atout majeur dans la guerre que l'espèce humaine a dû mener contre toutes sortes de maladies. Chaque individu a son capital de survie. L'écologiste Kenji Usugi pense que l'individualité ne sert pas seulement à résister aux maladies. Elle joue un autre rôle important. Monsieur Usugi a étudié une variété de papillons qui vivent à Okinawa. Le Menelaïdes polites
est une sorte de papillon à queue d'hirondelle qui porte sur ses ailes une bande de motifs blancs. Certaines femelles arborent un motif d'ailes légèrement différent. Des taches rouges sont mêlées à la bande blanche. Il s'agit là encore de variantes résultant de la reproduction sexuée. La variété rouge est minoritaire chez ces papillons, parce que comme les mâles préfèrent les femelles blanches, les femelles rouges ont moins de chances de se reproduire. Ce papillon a des prédateurs, dont un oiseau appelé bulbule. On rencontre parfois des papillons aux ailes partiellement déchirées par ces oiseaux. Ils sont en permanence soumis au danger d'une attaque. Mais pour une raison qui reste mystérieuse, les oiseaux ne s'attaquaient pas à la variété rouge. Nous avons provoqué une expérience pour vérifier cette hypothèse. Des papillons rouges et blancs sont placés devant un oiseau. Le prédateur néglige le rouge et attaque le blanc. L'expérience a été répétée. Chaque fois, elle produit le même résultat. Pourquoi les rouges ont-ils été épargnés? Il existe à Okinawa un papillon empoisonné appelé le Benimo Nagea, qui a lui aussi une queue comme une hirondelle. Les Menelaïdes polites rouges ressemblent beaucoup à ce papillon empoisonné. Les oiseaux qui les confondent évitent de les dévorer. Ces taches rouges caractéristiques ont donc augmenté les chances de survie des individus qui les portent. La reproduction sexuée est sûrement à l'origine de la diversité, mais souvent ces différences paraissent inutiles. Pourtant, cette diversité ou ces mutations inutiles en apparence et le fait qu'elles se reproduisent sont d'une importance extrême. Elles multiplient les chances de survie lorsque les conditions du milieu se transforment. Ce papillon a une autre particularité. Chaque femelle pond environ 200 œufs. La plupart donnent naissance à des papillons après une semaine passée sous la forme de chrysalides. Mais chez un certain nombre d'entre eux, cette métamorphose se déroule sur un mois au lieu d'une semaine. Ils sont pourtant issus de parents semblables. Monsieur Usugi pense que cette différence dans le temps de la métamorphose est un trait individuel inscrit dans les gènes des parents. Ce mystère cache une leçon de sagesse liée à la survie d'une espèce. Okinawa est réputé pour ses cyclones. Si tous les descendants de ce papillon déployaient leurs ailes pendant un cyclone, ils risqueraient d'être tous exterminés. C'est pourquoi certains d'entre eux prolongent leur état de chrysalide. Abrités dans leur solide cocon, ils attendent le passage du cyclone. Le système de la reproduction sexuée permet donc de résister à des dangers comme les cyclones. Jusqu'où peut aller la diversité? Quel niveau d'individualisation biologique peut-on atteindre? La réponse à ces questions est capitale en matière de survie.
Nous savons maintenant que le travail de la reproduction sexuée conduit à une très grande diversité. Le Dr Schofield de l'Université de Los Angeles mène une recherche très intéressante sur les mécanismes utilisés par les organismes vivants pour acquérir la plus grande diversité possible. Le sujet de sa recherche est la seringue de mer, un animal simple du groupe des acidies qui vit près des côtes. Les seringues de mer forment des colonies. De minuscules individus, d'environ 1 mm chacun, s'assemblent pour former une sorte de motif floral. Chaque corps est relié aux autres par de fins conduits qui permettent entre autres d'échanger de la nourriture. Le groupe blanc à gauche et le brun à droite sont formés de seringues de mer, mais leurs caractères génétiques sont différents. Nous mettons en présence des membres des deux groupes. Ils s'éloignent l'un de l'autre sans raccorder leur conduit. Ils se rejettent comme des éléments étrangers. En temps normal, les seringues de mer ne se lient pas si elles sont trop différentes. Mais au moment de la reproduction, il se passe exactement le contraire. Dans cette expérience, les spermatozoïdes et les ovules d'un même groupe sont mis en présence en vue d'une éventuelle fertilisation. Même si les spermatozoïdes s'approchent des ovules, la fertilisation n'a pas lieu. Les ovules rejettent ces spermatozoïdes dont les gènes sont trop semblables aux leurs. Maintenant, les spermatozoïdes et les ovules sont prélevés dans des groupes dissemblables qui se rejetaient mutuellement en temps normal. Cette fois, les ovules acceptent les spermatozoïdes et commencent à se diviser. Lorsqu'ils agissent sous l'emprise de la reproduction sexuée, ils tendent à sélectionner des étrangers et à ne s'accoupler qu'avec des individus aussi éloignés d'eux-mêmes que possible. De cette manière, on est assuré que les fertilisations ont toujours lieu entre des individus génétiquement aussi dissemblables que possible. Ainsi, la vie réagit contre la consanguinité, contre l'accumulation de caractères délétères dans ce qu'on appelle la dépression consanguine, et préserve autant que possible la diversité et l'individualité biologique des individus de la génération suivante. Le phénomène du sexe qui pousse à l'union avec des étrangers ne se retrouve pas seulement chez les organismes primitifs, mais également dans le comportement sexuel d'animaux plus évolués. À l'Institut Monell de l'Université de Pennsylvanie, on s'intéresse au comportement des souris mâles lorsqu'elles choisissent leur femelle. Nous connaissons le type de CMH de nos sujets d'expérience. Nous savons maintenant que le CMH permet de repérer un corps étranger pour le rejeter. Mais cette fois, le CMH n'est pas utilisé pour combattre la différence, mais au contraire, pour s'unir. A et B sont deux femelles, chacune portant un type différent de CMH. Cette souris mâle possède le même CMH que la souris femelle B. Les deux souris femelles A et B sont placées ensemble en présence du mâle. Le mâle renifle les deux femelles et pour une étrange raison, il choisit comme partenaire la souris femelle A dont le CMH est différent du sien.
La probabilité de voir une souris mâle sélectionner une femelle dont le CMH est différent du sien est de l'ordre de 70%. Ce chiffre montre bien une forte tendance à rechercher la différence dans l'accouplement. Les spermatozoïdes qui pénètrent dans le corps de la femelle sont des corps étrangers. Or, cette matière étrangère est d'ordinaire détruite par les cellules sanguines du système immunitaire. Mais les spermatozoïdes sont une exception. Pourquoi les spermatozoïdes sont-ils acceptés lors de la reproduction sexuée? Cet ingénieux et fascinant mécanisme fait partie du plan qui assure la diversité des formes de la vie. Les organismes sexués ne peuvent produire de descendance que si le mâle et la femelle se rencontrent. La nature a imaginé les moyens les plus sophistiqués pour favoriser ces rendez-vous. C'est une nuit de pleine lune. Un épisode de la vie a lieu dans la mer. La reproduction du corail. Quand un corail commence à disperser sa semence, les autres suivent. La fée des coraux semble orchestrée comme une immense symphonie. Le corail, qui a survécu depuis les temps les plus anciens, a organisé la rencontre des spermatozoïdes et des ovules dans la mer immense en synchronisant l'émission des cellules génitales. Plus récemment, au cours de l'évolution, sont apparus les poissons qui nagent librement dans le milieu aquatique. Pour que les spermatozoïdes et les ovules des poissons se rencontrent, il était nécessaire que les mâles et les femelles se rapprochent au moment de l'accouplement. Le mâle répand ses spermatozoïdes lorsque la femelle pond ses ovules. Les animaux qui sont apparus sur Terre n'ont cessé d'inventer de nouvelles méthodes pour se reproduire dans un environnement souvent difficile. Et les formes de rencontre entre le mâle et la femelle ont joué un rôle capital dans l'histoire de l'évolution. Quand les spermatozoïdes et les ovules sont exposés à l'air libre, ils sèchent et meurent. Pour surmonter ce problème, il fallait inventer la fertilisation interne. Les spermatozoïdes seront injectés directement dans le corps de la femelle. Pour réaliser la fécondation, le mâle et la femelle devaient s'attirer et s'entraider mutuellement. Mâles et femelles ont développé des marques physiques bien différenciées et ont inventé des rites de séduction. La coexistence de mâles et de femelles a donné à la vie sa complexité, sa diversité et sa richesse. Nous sommes au zoo de San Diego, aux États-Unis. Ici vit un animal qui a réussi une avancée révolutionnaire dans la longue aventure de la sexualité, le bonobo. Les bonobos sont des chimpanzés très proches des humains. Chez eux, les bagarres qui éclatent si souvent chez les autres chimpanzés sont très rares. Chaque fois qu'on donne de la nourriture aux autres chimpanzés, on déclenche une bruyante dispute. Rien de tel chez les bonobos qui prennent leur repas seulement après avoir pratiqué l'acte sexuel. Les bonobos utilisent l'apaisement du désir sexuel pour détendre les relations entre les individus et maintenir le calme à l'intérieur du groupe. Le docteur Duvall, qui travaille au zoo de San Diego, observe depuis de nombreuses années les comportements de différents primates, y compris les bonobos. La sexualité des bonobos a évidemment comme première finalité la reproduction, comme dans notre espèce.
Sinon, l'espèce n'existerait simplement plus. Mais le sexe a aussi chez eux une fonction supplémentaire, parce que les relations sociales sont très importantes pour les bonobos. Sans doute pour se protéger des prédateurs, pour trouver de la nourriture, ou pour quelque autre raison. C'est pourquoi dans leur rapport, la sexualité intervient non seulement à des fins reproductives, mais aussi sociales, pour une raison liée à la survie. Nous sommes allés trouver dans la jungle des bonobos sauvages. La plupart des animaux ordinaires sont en chaleur à des moments précis de l'année. Mais les bonobos connaissent le rut pendant des périodes beaucoup plus longues. Ils peuvent avoir chaque jour des relations sexuelles. Quand une situation stressante menace de déclencher une bagarre, ils s'accouplent pour apaiser la tension. Quand elle est prête à recevoir un mâle, la bonobo femelle quitte le groupe dans lequel elle est née, où elle a été élevée, pour rejoindre un autre groupe. Dès son arrivée dans son nouveau groupe, la femelle essaye par tous les moyens de se faire accepter. La nouvelle arrivée et les femelles déjà établies dans le groupe s'embrassent. Après quoi, elles commencent à manger, ensemble. La sexualité qui a évolué pour produire la plus grande diversité peut également avoir pour effet de maintenir des relations paisibles à l'intérieur d'un groupe. Le sexe a ainsi acquis une signification qu'il n'avait pas auparavant. L'aventure de la reproduction sexuée a commencé avant même l'apparition des mâles et des femelles par l'union de deux cellules dans la mère primordiale. Elle a généré l'extraordinaire richesse des êtres qui vivent sur la Terre. Le sexe a été la grande force motrice de l'évolution. Les spermatozoïdes progressent dans l'utérus. Chacun, parmi les quelques millions de spermatozoïdes, possède un patrimoine génétique qui lui est propre. Un seul d'entre eux pourra pénétrer l'ovule. Le spermatozoïde est une cellule étrangère à l'ovule. Mais au moment où celui qui gagne la course atteint son but, la paroi qui protégeait l'ovule s'efface pour lui permettre d'entrer. Alors se produit la fécondation. L'ADN du spermatozoïde pénètre dans l'ovule. Les deux moitiés de patrimoine génétique de l'ovule et du spermatozoïde s'approchent l'une de l'autre et commencent à coexister à l'intérieur d'une même cellule. La sexualité a permis à des organismes uniques, étrangers l'un à l'autre, de créer ensemble une nouvelle vie. Ce qui fut un moyen de survie inventé dans un passé très lointain, nous autres, êtres humains, en avons hérité pour le bonheur de notre espèce. Roger 1202, we copy it. 10 and 50 feet down at 4. 30, sit down now.